Donc, je vous propose qu'on déroule le processus d'une vente immobilière de manière chronologique, c'est-à-dire de la première visite jusqu'à la signature de l'acte définitif, ce qui respectera la chronologie du processus d'acquisition et de vente. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui, c'est qu'est intervenue il n'y a pas très longtemps une loi très importante qui est la loi ALUR, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a eu pour effet d'allonger le délai d'un dossier de vente de manière assez substantielle. Et aujourd'hui, les banques qui fournissent les prêts à l'acquisition ont aussi beaucoup de mal à délivrer les offres de prêt dans le délai habituel. Et je crois qu'il y a une surcharge de travail. Et donc, grosso modo, un dossier d'acquisition, à partir du moment où vous avez fait votre offre d'achat, ou si vous êtes vendeur, si vous avez accepté l'offre d'achat de votre acheteur, il faut compter 3 bons mois pour pouvoir signer l'acte authentique notarié donc de vente définitif. C'est un délai qui est difficile à raccourcir compte tenu de tout le processus qu'on va voir ensemble. Alors la première chose, c'est la visite. Donc lorsque vous êtes acheteur, soit vous êtes en tête-à-tête avec votre vendeur, parce qu'il n'y a pas d'agence immobilière, et donc là c'est très simple, il faut qu'on vienne à un rendez-vous de visite avec lui. Soit il y a une agence immobilière, ce qui est quand même très souvent le cas, et auquel cas l'agence vous fait signer un bon de visite. Donc c'est avec le bon de visite que démarre le dossier pour un éventuel acheteur. Donc il n'y a rien de sorcier à vous dire sur le bon de visite, c'est simplement ce qui vous autorise à faire la visite avec l'agent immobilier. Vous m'entendez tous? Ça va sur le contraire. Alors, l'intérêt de la visite, bon, je vais vous donner quelques petites alertes, mais je pense que vous les avez en tête. Mais on se rend compte que lorsqu'on n'a pas été confronté à cet exercice, on peut se faire avoir sur des choses toutes simples. Lorsque vous êtes acheteur, l'intérêt de la visite, c'est déjà d'essayer d'identifier l'immeuble dans son ensemble. Il n'y a pas que l'appartement, il y a l'immeuble et il y a le quartier. Donc le quartier, en général, on le connaît, on sait pourquoi on va aller dans ce type de quartier, mais il faut quand même voir exactement ce qu'il en est lorsque vous visitez l'appartement. Donc on vous recommande de faire 2 visites. 2 visites, pourquoi? Parce qu'il y en aura une qui sera faite en semaine et une autre qui sera faite le week-end, parce que les vies de quartier ne sont pas forcément les mêmes la semaine et le week-end. Et on vous recommande aussi de les faire à des heures différentes, parce qu'en fonction des heures, le trafic peut être différent, la vie nocturne peut être différente. Donc la vie nocturne commence plutôt en fin de journée, donc on vous recommande de faire 2 visites à 2 horaires différents, et plutôt une le week-end et une la semaine. Et essayer de voir comment situer l'immeuble dans le quartier, s'il y a des commerces à proximité, quels sont les moyens d'accès au niveau des transports. Et ensuite, en ce qui concerne l'immeuble, essayez de faire un tour dans les parties communes pour voir quel est l'état de l'immeuble. Parce que vous pouvez avoir des désagréables surprises, même une fois que l'acte de vente définitif est signé, parce que le notaire, bien qu'il ait eu toutes les pièces, ne vit pas dans l'immeuble. Donc au bout des pièces, il n'y avait pas de sujet, mais quelques mois après l'achat, va sortir un projet de rénovation de la toiture, un projet de ravalement, qui était déjà évoqué lorsque vous avez commencé les négociations, mais dont le vendeur ne nous a pas forcément parlé. Il n'y avait pas d'assemblée générale qui l'a acté, donc vous allez le découvrir après. Le fait de faire une visite des parties communes va vous permettre de vérifier visuellement l'état de l'immeuble. C'est un indice. Il faut également vérifier s'il y a un gardien, ça peut être un élément important pour vous. Où est-ce qu'il est logé, s'il est logé dans la copropriété ou pas. Voir comment est sécurisé l'immeuble, si on peut y entrer facilement ou pas. Et puis vérifier s'il y a des parties communes, par exemple un jardin intérieur, s'il est bien entretenu. Voilà. Toutes ces choses-là, ça vous permet à peu près d'identifier un peu l'environnement de cette copropriété pour voir si elle est bien gérée, si elle est calme, si elle correspond à ce que vous recherchez. Bien sûr, il faut visiter l'appartement, ce qui est le plus important. En ce qui concerne l'appartement, il y a différentes choses à vérifier. Il faut demander la surface. Aujourd'hui, les agents immobiliers vous indiquent la surface Carrez, qui est la surface de référence, qui est en fait celle sur laquelle le prix est calculé aujourd'hui. Voilà, on traduit le prix au mètre carré en fonction de la surface Carrez. Il y a d'autres surfaces qui vous sont données, la surface habitable, la surface au sol, bref. Mais celle qui sert de référence pour voir si vous êtes au-dessus du marché ou dans le marché ou en dessous du marché, c'est plutôt la surface Carrez. Il faut vérifier l'insonorisation de l'appartement, donc ça c'est difficile.
à bien identifier cet élément-là, mais c'est important parce que si vous retrouvez un étage où il y a beaucoup de bruit à l'étage supérieur, ça peut devenir vite un problème. Donc d'où les horaires différents, et visiter dans la journée c'est bien, mais en fin de journée c'est mieux parce que la vie dans l'appartement reprend plutôt en fin de journée. Donc si vous entendez lors d'une simple visite beaucoup de bruit de talons, beaucoup de bruit de pas, il ne faut pas hésiter à bien vérifier ce point-là. Vérifier l'exposition de l'appartement. Si vous êtes en étage élevé, c'est plus facile à vérifier. En étage bas, c'est sûr que vous pouvez avoir une désagréable surprise une fois que vous êtes dans l'appartement. Si vous voulez quelque chose de clair, vous vous retrouvez au premier étage très sombre. C'est un élément qui peut compter pour certains acheteurs. L'état des sols, l'état du plafond, des fenêtres, des murs, bref. Voilà. Bien faire le tour de l'appartement sur tous ces éléments-là pour voir d'abord s'il y a eu des sujets dans le passé qui ont été maltraités. J'ai eu le cas d'un dégât des eaux qui avait été maltraité et le client, après avoir signé une promesse, s'est aperçu que le plancher était sur le point de s'effondrer et pourtant il ne l'avait pas vu en visite. Donc bien regarder. Voilà. Bien souvent on a tendance à aller très vite pour ne pas déranger le vendeur ou déranger l'agent immobilier. Mais il faut être très attentif à ces visites. C'est vraiment un élément qui vous permet de détecter le passé récent de l'appartement. Une fois que la visite est faite, si l'appartement plaît à l'acheteur potentiel, donc il va faire une offre à la vente, à l'agence immobilière ou une offre directement au vendeur s'il n'y a pas d'agence. Donc cette offre elle est très simple, hein. Il faut bien identifier l'appartement que vous avez visité. S'il y a des caves, des parkings, ça c'est le plus gros piège qu'on retrouve en pratique. Bien viser la cave que vous avez visitée. Quand vous faites la visite des caves, je vous conseille d'avoir un plan sous les yeux pour être bien sûr que la cave que vous visitez est la cave qui est dans le titre de propriété du vendeur, parce qu'on voit de plus en plus de problèmes d'échange de caves entre copropriétaires, d'échange de caves en méconnaissance de cause, c'est-à-dire que les propriétaires ne savent même pas qu'ils n'occupent pas la bonne cave. Et nous, depuis quelques années, en tant que notaire, on est très attentif à cela suite à des problèmes récurrents. Donc on demande systématiquement les plans des caves. Et c'est à l'occasion de la promesse de vente ou à l'occasion de la vente, lorsqu'on ne les a pas la promesse, qu'on va voir que la cave que vous avez visitée n'est pas la bonne. Et c'est là qu'on peut éventuellement découvrir un problème de squat. C'est-à-dire que votre future cave est occupée par un voisin et vous allez occuper la cave d'un autre voisin. Et donc là, il faut régulariser la situation et ça peut être assez compliqué à gérer. Et bien sûr, ça peut ne pas vous poser une grande difficulté a priori comme ça, mais le jour où vous allez revendre, vous allez récupérer le problème. Donc on conseille de le traiter au moment de l'achat. Donc dans l'offre que vous allez faire, il faut évidemment lister tous les biens que vous achetez, que vous voulez acheter et que vous avez visité. Donc le numéro de l'appartement, le numéro de la cave, le prix que vous proposez. Bien tenir compte des frais d'agence, c'est-à-dire que s'il y a des frais d'agence, il faut bien vous renseigner auprès de l'agence qui va les payer. Il y a souvent des termes juridiques qui peuvent prêter à confusion. Donc l'offre que vous faites, il faut que vous soyez sûr qu'elle correspond à votre budget global. Donc si c'est frais d'agence inclus, c'est mieux de le dire. Sinon, le vendeur pourrait vous indiquer que le prix que vous lui avez proposé, c'est le prix de l'appartement et qu'il faut en plus supporter les frais d'agence. Donc bien être précis sur le prix que vous proposez et sur ce que ça comprend. Et puis, s'il y a des conditions à votre achat que vous avez identifiées, dont vous avez parlé à l'agence, c'est dans votre offre qu'il faut le mettre. Si par exemple, pour vous, il est essentiel que vous achetiez un parking à votre vendeur, mais qu'il vous le vendra dans un mois parce qu'il n'est pas disponible, ou des choses un petit peu exotiques, il faut le mettre dans l'offre. Tous les accords que vous avez avec votre vendeur, qui sont actés via l'agence, il faut les mettre. Même si ça paraît évident parce qu'on vous a laissé entendre qu'il n'y a pas de sujet avec le vendeur sur ce point-là, mettez tout ce qui est important pour vous et qui fait l'objet de votre achat. Votre offre doit être ferme, c'est-à-dire vous ne pouvez pas revenir dessus. Ce n'est pas une simple offre comme ça parce que vous avez envie d'acheter, c'est une offre ferme d'acheter. Donc si le vendeur l'accepte, vous êtes engagé. Donc à partir du moment où vous faites cette offre, vous devez être sûr de vouloir faire cet achat. Alors bien sûr, il y a des conditions à cet achat qu'on va voir ensemble, mais ce ne sont pas des conditions liées à votre envie ou pas d'acheter. Ce sont des conditions qui vous protègent, mais votre envie d'acheter est définitive dès que vous avez signé cette offre. Alors, l'offre peut être encadrée dans une durée, c'est-à-dire que si vous souhaitez que ça aille vite parce que vous sentez votre vendeur indécis, vous avez tout à fait la possibilité de dire que cette offre est valable jusqu'à telle date. Donc ça permet, si vous voulez, non pas de contraindre, mais de forcer votre vendeur à se positionner rapidement sur votre offre.
et d'éviter qu'il multiplie le nombre de visites alors qu'il y a déjà 1, 2 ou 3 offres d'acheteurs pour faire monter les enchères. Donc quand vous avez trouvé un appartement qui vous plaît, il faut faire une offre et je vous conseille plutôt de mettre une date limite à la validité de cette offre. Si vous envisagez de faire un prêt, ce qui est quand même 99% des cas, il faut le mettre dans l'offre. C'est-à-dire que votre offre, c'est une offre d'acheter à tel prix, sous condition que vous ayez un prêt pour financer cet achat. N'ayez pas peur de le mettre. C'est pas parce que vous mettez une condition suspensive de prêt dans votre offre que le vendeur ne va pas retenir votre offre et va considérer que du coup il n'y a pas d'intérêt à signer avec vous. Aujourd'hui, tous les achats se font avec prêt. Même les personnes qui disposent de beaucoup de trésorerie préfèrent emprunter que de financer en fonds propres. Donc de toute façon, quelle que soit on va dire la richesse patrimoniale de l'acheteur, on a systématiquement aujourd'hui un prêt. Il faut savoir que votre offre, comme je vous l'indiquais, elle vous engage, c'est-à-dire que si vous mettez une durée, vous ne pouvez pas vous rétracter. Tant que la date d'expiration de votre offre est en cours, votre offre demeure. Donc vous ne pouvez plus faire machine arrière. Si le vendeur l'accepte, vous êtes lié. En ce qui concerne donc cette offre, une fois qu'elle est acceptée par le vendeur, donc on rentre dans un processus de mise en place d'une promesse de vente. Alors, côté vendeur, le vendeur qui a accepté votre offre ne peut pas non plus se rétracter de cette acceptation. Donc, si votre agence immobilière vous indique que le vendeur a accepté votre offre, sachez qu'il est lié. Alors, en pratique, on voit des vendeurs qui se rétractent. On a souvent des questions des clients, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Très sincèrement, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est-à-dire que votre vendeur n'a pas le droit de le faire, n'a pas le droit de se rétracter, mais à part aller au tribunal pour forcer la vente et puis rentrer dans un processus via avocat pour bloquer l'appartement, ce qui est long, coûteux, source de soucis, il n'y a pas d'autre recours possible. Donc, si vous tombez sur un vendeur malhonnête, c'est-à-dire qui a accepté votre offre et qui se rétracte, vous pouvez essayer de mettre un peu de pression au début, mais très sincèrement, ça ne sert à rien, à mon avis, de s'acharner et d'aller sur un débat judiciaire pour une offre rétractée, puisqu'en fait, la sanction, ce n'est pas la vente forcée, c'est des dommages et intérêts. Donc, trouver un juge qui va vous donner des dommages et intérêts parce que vous avez perdu la possibilité d'acheter un appartement, c'est quand même extrêmement dur à obtenir. C'est un peu triste de raisonner comme ça, mais c'est la réalité judiciaire. Il y a beaucoup plus d'affaires importantes avec des préjudices plus importants que ceux-là, donc les juges, compte tenu du fait qu'ils sont débordés, traitent les affaires qui sont les plus importantes et clairement le préjudice en la matière n'est pas le préjudice le plus important. Alors la promesse de vente. La promesse de vente, elle peut être notariée, mais elle peut être également non notariée, ce qu'on appelle une signature sous seing privé. Donc évidemment en tant que notaire, je vais vous conseiller de passer par un notaire. Pourquoi? Alors, on travaille très bien avec les agences immobilières, donc on n'a aucun problème avec les agences immobilières, elles font très bien leur travail. Mais aujourd'hui, le processus de la promesse de vente est devenu très compliqué, du fait de la loi Allure notamment. Et aujourd'hui, on peut dire que la promesse de vente, c'est vraiment le contrat principal. La vente, c'est ce qui vous rend propriétaire, ce qui vous permet en tant que vendeur d'encaisser le prix de vente. Donc évidemment, c'est ce qui apparaît le plus important aux yeux des clients, mais en réalité, tout se fait au moment de la promesse. On va figer les conditions d'achat, les délais, prendre tous les renseignements importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la loi Allure, tous les renseignements sur le vendeur, l'acheteur et l'immeuble sont dans la promesse de vente. Donc clairement, ça devient plus qu'un contrat préparatoire, c'est une pré-vente. Donc, compte tenu de l'importance de ce document aujourd'hui, vraiment, je pense qu'il est préférable de le passer devant notaire. D'ailleurs, la plupart des agences maintenant, alors qu'elles faisaient beaucoup plus de compromis sous seing privé avant, font recevoir les promesses par les notaires. Mais ça n'est pas une obligation. Donc la promesse de vente, il y a deux types de promesses de vente. Il y a ce qu'on appelle la promesse unilatérale de vente et il y a le compromis de vente. Alors, en quelques mots, parce que c'est assez technique, à Paris, dans le nord de la France, on fait plutôt des promesses unilatérales de vente, pour résumer géographiquement. Dans l'autre moitié sud de la France, on fait plutôt des compromis de vente. Donc à Lyon, compromis de vente, Paris,
promesse unilatérale de vente. Je vais vous expliquer quelle est la différence entre les deux. En pratique, pour avoir exercé à Lyon quand j'étais plus jeune et pour exercer aujourd'hui à Paris, ça se passe grosso modo de la même façon, quelle que soit la nature de la promesse. Il y a des petites subtilités juridiques, mais quand tout va bien, ça se termine de la même façon, et quand ça se passe mal, ça se termine également à peu près de la même façon. Donc il ne faut pas tellement se battre sur la nature de la promesse, il faut laisser faire les professionnels qui gèrent ça. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'une promesse unilatérale de vente, c'est un acte, donc c'est ce qu'on signe à Paris, donc c'est 99% des cas, c'est un acte au terme duquel le propriétaire s'engage à vendre son appartement à l'acheteur potentiel. Son engagement est ferme et définitif, c'est-à-dire que dans la promesse unilatérale de vente, il promet de vendre, il ne peut pas se rétracter. La différence avec un compromis de vente, c'est côté acheteur, entre guillemets. Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ne prend pas l'engagement d'acheter l'appartement. En réalité, il va verser une indemnité d'immobilisation, donc en fait c'est en général 5 à 10% du prix de vente. Cette somme-là, qui est versée au moment de la promesse de vente, elle est immobilisée chez le notaire, elle est séquestrée, c'est-à-dire que personne ne peut venir évidemment récupérer cette somme, elle est bloquée et protégée par le notaire. Et en fait, l'acheteur est engagé uniquement à lever l'option d'achat que lui a conféré le vendeur. C'est-à-dire que si toutes les conditions de la promesse sont réalisées, 2 mois après ou 3 mois après la signature de la promesse, en gros, l'acheteur a deux possibilités. Soit il lève l'option et il devient acheteur, et auquel cas, l'indemnité qu'il a versée sert à payer le prix ou elle lui est restituée s'il fait un prêt à 100%. Soit il ne se présente pas, il n'achète pas, et auquel cas l'indemnité d'immobilisation va au vendeur en réparation entre guillemets du préjudice subi pour le temps perdu, pour la durée de la promesse. Pour avoir signé une promesse, attendu 3 mois, fait le nécessaire pour que toutes les conditions se réalisent et voir que son bénéficiaire de la promesse de vente lui dit finalement j'ai changé d'avis, je n'achète plus. Donc ça n'est pas interdit de le faire, mais si le bénéficiaire de la promesse le fait, il perd son indemnité d'immobilisation, c'est-à-dire en gros 10% du prix de vente. Donc vous voyez que le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, il n'est pas engagé à acheter. Le vendeur ne peut jamais le forcer à acheter l'appartement. En revanche, il s'expose à perdre 10% du prix. L'autre type de promesse que l'on signe, donc à Lyon par exemple, c'est ce qu'on appelle une promesse synalagmatique de vente. Dans le jargon plus courant, c'est le compromis de vente. Donc le compromis de vente, c'est très simple, le vendeur s'engage à vendre et l'acheteur s'engage à acheter. Mais finalement, c'est à peu près la même chose qu'une promesse unilatérale de vente, c'est-à-dire que vous signez ce compromis de vente et vous avez des conditions qui sont prévues, qui ont en général pour intérêt de protéger l'acheteur. Donc on va vérifier pendant le délai de 2 à 3 mois de la durée du compromis de vente que toutes ces conditions sont levées. Si ces conditions sont levées et que l'acheteur achète, il n'y a pas de sujet. S'il n'achète pas, c'est là où il y a une différence avec la promesse unilatérale de vente, le vendeur peut le forcer à acheter. Mais le vendeur peut aussi préférer ne pas aller au tribunal pour forcer l'acheteur à acheter et encaisser les 10% versés lors de la promesse de vente, puisqu'on a le même système. Ça ne s'appelle pas une indemnité d'immobilisation, dans le jargon on appelle ça un dépôt de garantie, qu'on retrouve dans d'autres domaines. Donc lors d'un compromis de vente, l'acheteur verse ces 10%, et s'il n'achète pas au final alors toutes les conditions sont réalisées, le vendeur, s'il préfère éviter la case tribunal pour aller en vente forcée, va pouvoir se payer avec ces 10% pour le préjudice subi. Voilà. Si les conditions prévues dans la promesse ne se réalisent pas, qu'il s'agisse d'une promesse unilatérale de vente ou un compromis de vente, évidemment, les deux parties retrouvent leur liberté et l'acheteur potentiel récupère les 5 ou 10% qu'il avait versés au moment de la promesse. C'est ce qu'on appelle des conditions suspensives et elles sont là pour protéger l'acheteur, puisque quand on signe une promesse, on va vérifier après la signature de la promesse 2 ou 3 points très importants systématiquement, d'autres particuliers au dossier le cas échéant, et c'est à l'issue de ces vérifications qu'on va pouvoir passer au processus définitif de vente si toutes ces conditions sont réalisées. Si elles ne sont pas réalisées, tout le monde retrouve sa liberté sans indemnité de part et d'autre. Alors,
La promesse, je vous l'indiquais, c'est vraiment l'étape importante aujourd'hui du processus de vente, puisque aujourd'hui, toutes les informations qu'on peut imaginer se retrouvent dans la promesse. Alors la première chose, concernant le vendeur et l'acheteur. Vous avez l'état civil complet du vendeur, son régime matrimonial, sa résidence fiscale et civile. Pourquoi toutes ces informations ? Ça nous permet de vérifier en tant que notaire qu'on a bien le vendeur sous la main et tous les vendeurs. Exemple, si le bien est un bien commun, qu'il appartient à monsieur et madame, on préférera toujours avoir monsieur et madame lors de la promesse pour s'assurer que les deux sont consentants à la vente. Donc, du coup, il est important de connaître le régime matrimonial du vendeur pour bien vérifier que tout le monde est là. Même chose, si le bien est en indivision, sans le vérifier avec le document que je vous indiquerai, il faut qu'on soit sûr d'avoir tous les propriétaires indivis. Donc l'état civil est très important, ça nous permet de vérifier à qui on a affaire. Et le domicile également, parce que quand tout se passe bien, il n'y a pas de sujet, mais si les choses se compliquent un peu, il faut qu'on puisse savoir où retrouver et le vendeur et l'acheteur pour leur écrire, les contacter, pour essayer de régler le problème. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours le domicile, la résidence plutôt habituelle des deux parties, vendeur et acquéreur. J'appelle vendeur et acquéreur en fait les personnes qui signent une promesse de vente, même si ce n'est pas les termes exacts, mais pour simplifier les choses. Même chose côté acheteur, donc son état civil, son régime matrimonial, son adresse. Ça peut être très important parce que si un acheteur se présente seul pour signer une promesse de vente et qu'il est marié sous le régime de la communauté, l'autre époux, même s'il n'est pas consentant, même s'il ne signe pas l'acte de promesse de vente et l'acte de vente, va se retrouver propriétaire à son insu. Selon son régime matrimonial, si il s'agit de personnes mariées. Donc c'est pour ça qu'on vérifie toujours le régime matrimonial de l'acheteur. Si vous avez une société et que vous voulez faire cet achat via une société, on va aussi vérifier que tout est à jour au niveau de la société pour permettre cette acquisition. Donc on a bien des statuts conformes à cette acquisition, une assemblée générale qui l'autorise, donc une assemblée générale des associés, etc., etc. Donc on check ça au moment de la promesse de vente pour s'assurer que l'engagement qui est donné côté vendeur, côté acheteur est bien définitif puisqu'il comprend toutes les autorisations nécessaires. Côté vendeur, avec la loi Allure, aujourd'hui les informations qu'il doit donner à son acheteur sont quasiment exhaustive, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de pièces qui sont devenues obligatoires sous peine de ne pas pouvoir purger le droit de rétractation de l'acheteur. Alors je suppose que vous avez tous entendu parler de ce droit. Le droit de rétractation de l'acheteur, il est très simple. Lorsque vous achetez un bien à usage d'habitation, ça ne s'applique pas pour les biens professionnels, et que l'acheteur est une personne qui n'est pas un professionnel au sens de cette loi. Pour faire simple, une personne qui n'est pas un professionnel, c'est un particulier, comme vous et moi, une personne physique. Si l'acheteur est une société, dans 89% des cas, au vu de la loi Allure et le droit de rétractation, il va être considéré comme un professionnel et ne pas bénéficier de ce droit de rétractation. Exemple simple, si vous faites un achat via une SCI, la SCI ne bénéficiera pas du droit de rétractation. Donc le vendeur, pour pouvoir purger le droit de rétractation, va devoir fournir à l'acheteur tout un tas de renseignements. Le droit de rétractation, c'est un droit qui offre à l'acheteur, pendant 10 jours à compter de la première présentation de la lettre recommandée du vendeur ou de son notaire contenant une copie de la promesse de vente, lui offre pendant un délai de 10 jours la possibilité de dire « je n'achète plus ». Contrairement à ce que je vous indiquais tout à l'heure, si pendant ce délai de 10 jours l'acheteur désire changer d'avis, il est libre de le faire et il retrouve sa liberté sans indemnité. Donc il récupère l'argent qu'il a versé au moment de la promesse. Ce droit de rétractation existe depuis plusieurs années. On a eu un peu peur quand il est sorti. On s'est demandé s'il n'y allait pas y avoir une multiplication d'achats peu compulsifs d'acheteurs qui se disent de toute façon je peux me rétracter. Et en réalité, les cas de rétractation existent, mais ils restent très, très rares. La plupart des personnes qui viennent nous voir, lorsqu'ils signent une promesse, ils la signent de manière parfaitement consentie, pas du tout à la légère, et il est très rare qu'ils exercent leur droit de rétractation. Lorsque c'est le cas, c'est qu'en réalité, soit il y a un problème dans le couple, ce qui arrive, et le délai de 10 jours le révèle, soit il y avait
un point qui avait échappé à l'acheteur, un point important, soit vraiment il s'est un petit peu précipité parce que complètement excité par la visiter et c'est pas raisonnable financièrement, ou finalement ils ont un projet de déménagement en vue dans une autre région et se disent qu'ils ne vont pas se lancer dans un projet immobilier. Donc en général les raisons sont tout le temps les mêmes, elles sont assez rares, assez compréhensibles, et comme le droit de rétractation existe, c'est ce qui permet de le voir se mettre en vigueur, mais c'est quand même quelque chose aujourd'hui d'assez anecdotique. Donc pour que le vendeur soit rassuré par rapport à ce point-là, il faut qu'il puisse envoyer via son notaire à l'acheteur, après la signature de la promesse de vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la promesse, et à compter de la première présentation par le facteur de ce courrier recommandé, sous ce délai de 10 jours, et à l'expiration de ce délai de 10 jours, l'acheteur est définitivement engagé, ne peut plus se rétracter. Toutefois, pour que le vendeur puisse procéder ainsi, il faut qu'au moment de la promesse de vente, au plus tard, il ait fourni un certain nombre de pièces qui sont listées par la loi Allure. S'il ne le fait pas, ça n'empêche pas de signer la promesse de vente, mais on ne pourra pas purger le délai de rétractation. C'est pour ça que et les vendeurs et les notaires évitent en général de signer une promesse de vente alors qu'on n'est pas capable, après la signature de cette promesse, de purger le délai de rétractation. On préfère attendre d'avoir le dossier qui est complet au regard de cette loi Allure pour signer. Sinon, on risque de signer un petit peu pour rien, parce que si on obtient ces pièces dans un délai qui n'est pas raisonnable, on ne pourra jamais purger de rétractation et l'acheteur aura trouvé un autre appartement et se rétractera. Donc c'est pour ça qu'on évite. Alors ces pièces, je ne vais pas vous en faire la liste, elles sont dans le Code de la construction et de l'habitation, c'est l'article 721-2 et 721-3 du Code de la construction et de l'habitation qui est liste. En clair, ça concerne uniquement les biens en copropriété, donc les appartements, à usage d'habitation. Donc si vous achetez un bien qui n'est pas un appartement, vous serez concerné par la loi Allure, mais on n'aura pas le problème du droit de rétractation dont je vous parle, donc en clair, ça ne pose pas de sujet. Donc le principe de la loi Allure s'applique essentiellement en pratique, c'est-à-dire là où ça pose difficulté, lorsqu'on achète un appartement en copropriété et qu'on est une personne physique. Voilà, c'est ça la loi Allure aujourd'hui. En pratique. Donc ces pièces-là qui permettent de purger le droit de rétractation vu la loi Allure, c'est les pièces relatives à la copropriété. Donc vous avez le règlement de copropriété, l'état descriptif des divisions, c'est en fait le document qui présente l'appartement et les autres appartements, les caves, les parkings, etc. Leur modificatif. Alors, sachez qu'à Paris, on a des copropriétés où j'ai déjà vu en pratique 23, 24, 25 modificatifs signés. Et comme on doit obtenir tous ces modificatifs pour purger le délai de rétractation, ça peut demander plusieurs semaines pour obtenir l'ensemble des documents. Quand je dis plusieurs semaines, ça peut être vraiment plusieurs semaines et même plusieurs mois, puisqu'en fait, en général, les vendeurs n'ont pas ces pièces, puisque la loi Allure est entrée en vigueur il n'y a pas très longtemps. Donc quand il faut aller rechercher 5, 10, 15, 20, 30 modificatifs au règlement de copropriété, le syndic ne les a pas tous, puisqu'on parle de copropriétés qui ont des dizaines d'années. Donc il faut aller les chercher au fichier immobilier. Et on reconstitue le puzzle, parce qu'on n'a pas forcément la date de tous les modificatifs. Donc le temps de retrouver tous les éléments, ça peut prendre vraiment très longtemps. Donc le règlement de copropriété et ses modificatifs, les PV des assemblées générales des copropriétaires des 3 derniers exercices. Vous avez un document qui s'appelle en pratique le pré-état daté. C'est le document du jargon, c'est le nom de ce document dans le jargon, mais ce n'est pas un nom légal. C'est un nom qu'a donné la pratique à ce document parce que c'est un document qui est établi par le syndic de la copropriété à la demande du notaire et qui contient les informations exigées par la loi Allure. Ce sont des informations essentiellement financières sur la situation de la copropriété. Par exemple, vous avez le montant des charges courantes, vous avez les charges hors budget, c'est-à-dire en gros les travaux qui ont été votés dans cette copropriété. Vous avez ce qu'on appelle les avances, donc les fonds de roulement, fonds de réserve, donc les avances qu'ont constitué le syndic et vous devrez verser lorsque vous êtes acheteur. Les sommes qui sont éventuellement dues par le vendeur à la copropriété, enfin bref, ce sont les informations financières qui concernent la copropriété. Et puis enfin, dans les grandes copropriétés, là où il y a plus de 200 lots de copropriété, vous avez un document qui s'appelle la fiche synthétique, un document qui reprend des données financières et techniques. Comme on parle de grandes copropriétés, le législateur est allé un peu plus loin dans les informations à fournir par le syndic
Et donc c'est lui qui établit ce document qui s'intitule la fiche synthétique. Voilà en gros les pièces qui sont concernées par la loi Allure et qui permettent de purger le droit de rétractation lorsqu'on les obtient. Donc ces pièces-là, en pratique, nous, en tant que notaire, on les remet à l'acheteur avant de signer la promesse de vente. Et on lui fait déclarer dans la promesse qu'il les a obtenues, ce qui nous évite de devoir les annexer à la promesse ou de lui notifier par lettre recommandée. Le notaire vérifie également d'autres points très importants dans la promesse, avant la promesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous disais que c'est un document qui est vraiment très complet. On va, compte tenu de la loi Allure, on a complété notre liste de pièces impératives. On ne s'arrête pas à ces pièces-là, et donc évidemment on a le titre de propriété du vendeur. Donc le titre de propriété du vendeur, on va en reparler, mais c'est un document fondamental, parce qu'on va identifier tout un tas de points. On est obligé aussi d'avoir le casier judiciaire de l'acheteur potentiel lorsque l'achat porte sur des biens d'habitation en copropriété. Alors pourquoi ? En fait, le législateur a créé cette nouvelle règle pour s'assurer que l'acheteur n'est pas ce qu'on appelle un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, c'est un professionnel des achats pour héberger des personnes dans des conditions insalubres et qui a été condamné par le tribunal à une peine pénale lui interdisant d'acheter des biens à usage d'habitation. Cette sanction pénale figure sur son casier judiciaire. Donc nous, en tant que notaire aujourd'hui, on a un accès direct au casier judiciaire uniquement pour ces informations. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas le casier judiciaire des gens pour savoir quel est leur passé judiciaire. On n'y a pas accès, ça ne nous intéresse pas. Simplement, la loi nous oblige à vérifier que ça n'est pas un marchand de sommeil. Si l'acheteur est un marchand de sommeil, c'est-à-dire qu'il a été condamné pénalement à ne plus acheter des biens à usage d'habitation, il ne peut pas signer la promesse de vente, sauf si il achète pour lui, c'est-à-dire pour en faire sa résidence personnelle, et auquel cas il y a des déclarations à faire à l'administration fiscale. Enfin là, c'est assez compliqué. Voilà en gros les pièces que demande le notaire. Donc quand le notaire rédige sa promesse de vente et qu'il vous accueille pour signer cette promesse de vente, sachez qu'il a un dossier en général extrêmement complet, surtout lorsqu'il s'agit de biens à usage d'habitation. Alors, en ce qui concerne la promesse de vente, je vous indiquais tout à l'heure qu'elle est signée sous différentes conditions suspensives. Ces conditions suspensives protègent l'acheteur. C'est quand ces conditions sont réalisées qu'on va pouvoir signer l'acte de vente définitif. Les conditions suspensives, il y en a autant qu'il y a de dossiers et autant que l'imagination des clients est grande. Elles sont là pour en fait acter vos accords entre vendeurs et acquéreurs. Cela dit, en pratique, on retrouve toujours 3-4 conditions suspensives qui sont généralement la liste habituelle et exhaustive, que sont la purge du droit de préemption. Alors, la purge du droit de préemption, qu'est-ce que c'est ? La ville de Paris, mais comme la plupart des villes de France, ont la possibilité de se porter acheteur par priorité aux bénéficiaires de la promesse de vente. Donc, en pratique, lorsque la promesse est signée, et qu'on est en secteur de préemption, c'est le notaire qui le vérifie, avec un document qui est un document d'urbanisme. Le notaire va adresser à la ville une offre aux mêmes conditions que celles dont bénéficie l'acheteur dans la promesse de vente. Cette offre, on l'appelle une déclaration d'intention d'aliéner. En pratique, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la DIA. Lorsque la ville reçoit cette DIA, elle a 2 mois pour prendre sa décision. Si elle ne répond pas, elle est réputée avoir renoncé à l'offre. Si elle répond, elle a la possibilité soit d'accepter l'offre au prix, auquel cas elle devient acheteur de plein droit, soit de faire une contre-offre en disant qu'elle achète mais à un prix en général inférieur, et auquel cas le vendeur a la possibilité de dire j'arrête de vendre parce que je ne veux pas vendre à ce prix. Ça arrive rarement dans les appartements, ça porte souvent sur des bâtiments entiers. Mais à Paris, je crois qu'en 2015, je n'ai pas le chiffre pour 2016, il y a eu quelque chose comme 100 à 150 préemptions d'appartements. Donc ce n'est pas forcément anecdotique. Sachez que la mairie a la possibilité de demander à visiter le bien ou de demander des pièces complémentaires qui sont listées par la loi. Si elle le fait, elle peut proroger le délai de 2 mois dont je vous parlais pour qu'elle se prononce, de 2 mois supplémentaires, c'est-à-dire avoir un délai de réflexion, entre guillemets, de 4 mois, à condition qu'on lui fournisse les documents demandés
si on ne fournit pas les documents demandés par la mairie, le délai de préemption est suspendu, et c'est-à-dire qu'on ne peut pas signer la vente tant qu'on n'aura pas fourni ces documents et que la mairie aura eu son délai de réflexion légale. Donc ça peut être gênant. Autant la visite, on peut en tant que vendeur refuser que la ville visite l'appartement. Le délai reprend après le refus du vendeur. Mais les pièces qui sont demandées par la ville dès lors qu'elles sont dans la liste légale, si on ne lui fournit pas, le délai de préemption est suspendu. Donc on ne peut pas signer l'acte de vente. Donc ça, c'est la première condition suspensive. Évidemment, si la mairie préempte, au prix ou pas au prix, peu importe, l'acheteur est libéré, le vendeur également, en tout cas vis-à-vis de son acheteur, et l'acheteur récupère son indemnité d'immobilisation, les fameux 10%. Deuxième condition suspensive que l'on trouve en pratique, c'est le droit de propriété du vendeur. Évidemment, le notaire vérifie que le vendeur est bien propriétaire au moment de la promesse de vente, mais il peut intervenir des événements entre la promesse et la vente qui remettent en cause ou fragilisent le droit de propriété. Vous allez avoir quelqu'un qui arrive entre la promesse et la vente et qui revendique la propriété de l'appartement, par exemple. Donc, on stipule toujours cette condition suspensive de propriété du vendeur pour protéger l'acheteur pendant toute la durée de la promesse. Ce qui fait que jusqu'à la vente, s'il y a un sujet évoqué, nouveau, l'acheteur, si le sujet concerne le droit de propriété et qu'il est sérieux, l'acheteur retrouve sa liberté et récupère ses 10%. Vous avez une troisième condition suspensive habituelle qui est la situation hypothécaire de l'appartement. Évidemment, l'acheteur va acheter un appartement libre de toute hypothèque, côté vendeur. C'est-à-dire que si l'acheteur fait un prêt et que ce prêt est un prêt hypothécaire, il y aura une hypothèque de son chef. Mais lui, il va acheter un appartement libéré de toutes les hypothèques de son vendeur. Donc le notaire interroge le fichier immobilier et va demander ce qu'on appelle un état hypothécaire. Cet état hypothécaire doit avoir nécessairement moins de 2 mois au jour de la vente, mais en pratique, les notaires essaient d'obtenir un état hypothécaire qui est daté d'une date la plus proche possible de l'acte de vente. Donc, on en demande un en général avant de signer la promesse. Ça nous permet d'identifier des potentiels problèmes d'hypothèque et de poser des questions au vendeur si on voit que la situation est anormale. Et on renouvelle cette demande pour l'actualiser quelques jours avant la vente pour s'assurer que la situation n'a pas changé. Donc évidemment, s'il y a un sujet et qu'il y a un montant de charge hypothécaire supérieur au prix, l'acheteur retrouve sa liberté et récupère son indemnité. On ne va pas faire signer un acheteur si le prix ne permet pas de rembourser le prêt hypothécaire du vendeur. En pratique, c'est le notaire, le jour de la vente, qui va retenir sur le prix de vente le montant des hypothèques qui reste dû. Donc le notaire interroge la banque, si c'est une banque, si c'est l'administration publique fiscale, on les interroge également. On va avoir un décompte à jour de la créance concernée. On va s'assurer que ce montant est inférieur au prix. On va conserver cette somme sur le prix de vente, c'est-à-dire on ne remet au vendeur que la différence, et le notaire, dans les quelques jours qui suivent la vente, va rembourser la banque, l'administration fiscale, du montant qui figure dans le décompte, ce qui vaut purge de l'hypothèque. Ça ne vaut pas mallevé radiation au fichier immobilier de l'hypothèque, ça c'est dans un second temps, je vais vous expliquer, mais en tout cas, ça lève l'hypothèque sur l'appartement. Évidemment, le décompte que le notaire reçoit de la banque ou de l'administration fiscale, on s'assure avec le vendeur qu'il lui convient. C'est-à-dire qu'on ne va pas payer sans son accord le créancier. Donc, on lui présente le décompte, on vérifie avec lui que les sommes sont exactes et on lui fait valider ce décompte. Si le vendeur n'est pas d'accord, il a le délai de la promesse de vente pour se rapprocher du créancier et vérifier ce décompte. En tout état de cause, on ne signera pas la vente si on n'a pas un accord du vendeur sur ce décompte. Ça m'est arrivé une fois en une vingtaine d'années d'avoir un vendeur qui refuse de signer le décompte, ce qui a entraîné la fin de la promesse de vente. Mais ça m'est arrivé l'année dernière et le dossier, à ma connaissance, est au tribunal. C'est-à-dire que le comportement du vendeur, c'est mon avis en tout cas, été abusif dans ce dossier et malgré cela, il a refusé de restituer l'indemnité, les 10% à son acheteur. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de régler leur compte devant le tribunal. Bon, ça m'est arrivé une fois en 20 ans, donc ça veut dire que c'est suffisamment anecdotique pour ne pas s'attarder là-dessus. Mais ça veut dire que dans 99% des cas, il n'y a aucun sujet. Le notaire prend l'info et règle ce point-là en accord avec son vendeur.
Et la malvée de l'hypothèque se fait ensuite dans les quelques mois qui suivent la vente. Puisque la purge étant faite par le remboursement du créancier par le notaire, il n'y a plus de sujet, et donc c'est le notaire qui ensuite procède à la malvée au fichier immobilier, ce qu'on appelle la radiation, pour faire supprimer l'inscription de cette hypothèque. Voilà. Mais ça, ce n'est qu'une formalité. L'hypothèque est bien levée dès le remboursement de la créance hypothécaire. Donc ça, c'est une condition suspensive, et donc elle est systématique. Quatrième condition suspensive, enfin, que l'on trouve systématiquement aujourd'hui dans les promesses, c'est l'accord de prêt pour l'acheteur. Donc en fait, ce n'est pas un accord simple, c'est ce qu'on appelle une offre de prêt, une offre scrivener. Donc la promesse est conclue sous la condition suspensive que l'acheteur potentiel obtienne une offre scrivener de sa banque aux conditions qui sont indiquées dans la promesse. Donc ça, le notaire le check systématiquement avec l'acheteur. On vérifie le montant dont il a besoin pour payer le prix, les frais d'achat et toute autre somme nécessaire à son achat. S'il veut faire des travaux dans l'appartement et qu'il n'a pas le cash pour faire ses travaux et que ces travaux sont indispensables pour lui, évidemment, on va en tenir compte. Donc on regarde le montant nécessaire, la durée du prêt envisagé, le taux qui sera le taux qu'il peut supporter, et on met ces informations-là pour protéger l'acheteur. S'il obtient une offre à des conditions différentes, moins protectrices, la condition n'est pas réalisée, il retrouve sa liberté et ses 10%. Si en revanche il obtient son offre par la banque, l'offre scrivener, c'est-à-dire une offre définitive de prêt, la condition est réalisée, il est obligé d'acheter, sinon il perd ses 10%. Et si on est en compromis de vente, il peut être amené par le tribunal à une vente forcée, un achat forcé. Donc cette condition suspensive, elle protège uniquement l'acheteur et elle l'oblige à déposer une ou plusieurs demandes de prêt à sa banque habituelle ou à d'autres banques. Et en général, on encadre ça de manière suffisamment précise pour qu'il puisse justifier de ses démarches auprès des banques vis-à-vis du vendeur, pour que le vendeur puisse vérifier que l'acheteur fait le nécessaire et qu'il n'est pas en train de perdre son temps. Voilà grosso modo les conditions suspensives qu'on retrouve systématiquement. Après, il y en a d'autres, je ne vais pas m'attarder, mais si vous achetez un terrain à bâtir pour construire une maison, évidemment, il y aura une condition suspensive de permis de construire. Voilà, il y a tout un tas de conditions aussi qu'on retrouve en pratique, mais je ne vais pas vous retenir là-dessus aujourd'hui. Grâce au titre de propriété du vendeur, le notaire va vérifier, je vous le disais, un certain nombre d'informations et s'assurer en fait que l'acheteur ne va pas avoir une mauvaise surprise entre la promesse et la vente, voire même après la vente. Je vous ai noté quelques exemples, non exhaustifs évidemment. On va s'assurer, au vu du titre de propriété, qui est propriétaire. Donc ça paraît anecdotique, mais nous on a déjà vu, je l'ai vu encore l'année dernière, quelqu'un qui voulait faire une donation à ses enfants dans une grande précipitation et qui nous avait laissé entendre qu'il était propriétaire des biens donnés. Et après vérification, on s'est aperçu que son épouse était propriétaire d'une quote-part, qui nous l'avait cachée et qu'il était en instance de divorce. En clair, il voulait nous faire signer une donation sans son épouse pour qu'ensuite la responsabilité du problème, parce que ça pose un vrai problème, repose sur le notaire. Donc nous on vérifie au vu des pièces que votre vendeur que le vendeur est bien le seul vendeur et qu'on a donc le consentement de tout le monde pour vendre. On va vérifier un autre exemple, lorsque le vendeur a reçu le bien d'une donation, il est souvent stipulé dans les donations une interdiction d'aliéner. Donc on va vérifier que dans la donation, il n'y a pas une interdiction de vendre. Sinon votre vendeur ne peut pas vendre. Voilà, ce genre de choses. On va vérifier qu'il n'y a pas, par exemple, une servitude sur le bien ou un usufruit sur le bien qui fait que vous allez acheter un bien grevé d'une servitude d'un usufruit qui va vous empêcher de l'habiter ou d'en profiter comme un plein propriétaire. Ça n'apparaît pas forcément dans un dossier fourni par le vendeur. C'est le notaire qui le vérifie avec le fichier immobilier et le titre de propriété. On va vérifier que personne ne bénéficie d'un droit de préférence. Le droit de préférence, c'est un peu comme le droit de préemption de la ville. C'est le vendeur qui est obligé de proposer son appartement d'abord au bénéficiaire de droit de préférence avant de le vendre à un tiers. Donc ça, on vérifie que ça n'existe pas, et si ça existe, on vérifie que ça a bien été purgé avant de signer la promesse de vente. On va vérifier qu'on n'est pas dans un cas de lésion possible. La lésion en France, le Code civil vous interdit de faire de trop bonnes affaires. C'est-à-dire que si vous achetez à un prix très bas, vous ne pouvez pas revendre le même bien à un prix très élevé pendant un certain délai. Si vous êtes dans ce délai, vous êtes obligé
de retourner voir votre ancien vendeur pour régler le point avec lui, parce que le code civil va considérer que quand la revente est dans un trop court délai et que la plus-value faite par le vendeur est trop importante, c'est que finalement le précédent propriétaire s'est fait avoir. Et donc, les 5/12e, ce qu'on appelle la lésion des 5/12e. Alors le calcul est un petit calcul simple, mathématique, mais je vous avoue qu'à chaque fois que j'ai le cas, je reprends ma doc pour refaire le calcul, parce que je ne connais pas par cœur, mais là, le code civil vous dit que c'est la lésion des 5/12e. Donc c'est pas le prix divisé par 12 multiplié par 5. Hein. C'est un calcul qui est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais quand on est dans nos offices, on peut vous le faire en 2 minutes. Voilà. Mais là, je serai incapable de vous le faire. Donc ça, on le regarde systématiquement. Voilà quelques exemples que le notaire vérifie au vu de son dossier. Sachez que ce nombre de vérifications est très important et que en pratique, c'est pour ça qu'on ne le voit pas forcément quand on est client, mais votre notaire va dépenser beaucoup d'énergie pour constituer le dossier le plus complet possible et vérifier toutes ces pièces. Aujourd'hui, on a un grand nombre de pièces à vérifier et le travail que font les notaires de vérification est vraiment important. Mais c'est la face cachée du notariat, on ne s'en aperçoit pas systématiquement quand on vient signer. Mais en réalité, un dossier de vente aujourd'hui prend beaucoup de temps. Voilà. Le temps de constituer le dossier. Pour constituer, il faut prendre connaissance des pièces, parce que si vous ne prenez pas bien connaissance des pièces, vous allez peut-être oublier certaines pièces importantes dans ce dossier, que vous n'auriez pas forcément dans un autre dossier. Donc il faut prendre connaissance des pièces que vous avez, vérifier les pièces qui vous manquent au vu des pièces que vous avez, le compléter pour avoir un dossier complet au vu du dossier concerné, ensuite faire le relais auprès des clients s'il y a des sujets, se retourner contre les vendeurs si ça appelle des questions complémentaires. Bref, nettoyer le dossier pour qu'au moment de la promesse, on ait toutes les informations nécessaires et qu'on puisse mettre toutes les conditions nécessaires au dossier pour protéger et le vendeur et l'acheteur et s'assurer qu'il ne signe pas une promesse de vente à la légère ou qu'un problème va subsister après signature de la promesse de vente. Et rebelote au moment de la vente, on va actualiser un certain nombre de pièces, vérifier au vu de cette actualisation qu'il n'y a pas de nouveau sujet pour s'assurer qu'au moment de la vente, il n'y a plus de sujet. Et on va vérifier à travers un certain nombre de questions qu'il ne s'est rien passé aussi dans les faits entre la promesse et la vente. Vérifier qu'il n'y a pas eu un dégât des eaux, vérifier un tas de choses. Vous voyez, je vois souvent des acquéreurs qui viennent le jour de la vente, n'ont pas revisité l'appartement avant la vente. Ils l'ont visité au moment de la promesse, mais pas au moment de la vente. C'est une erreur parce que l'année dernière, j'ai eu 3 ou 4 dégâts des eaux dans mes dossiers. Donc ça arrive, c'est pas très grave, mais quand ça arrive, il faut absolument qu'on le sache pour pouvoir le traiter dans l'acte de vente, ou bonifier du délai de la promesse pour le traiter entre la promesse et la vente. Donc voilà, on a un certain nombre d'informations à récolter et aujourd'hui le travail est important et ça c'est un petit peu la partie obscure que l'on fait de notre côté et je trouve que les notaires ne communiquent pas assez sur cette partie-là. Je vous invite très bien à venir passer quelques jours dans une équipe pour voir ce qu'on fait comme démarche autour d'une promesse de vente, mais vous verriez que vous êtes extrêmement bien protégés et que globalement, je ne dis pas que tout le monde est parfait, mais les notaires font bien leur travail pour s'assurer que le vendeur et l'acheteur vont signer dans des conditions optimales. J'en profite pour faire une parenthèse sur ce qu'on appelle les frais notaires. Bon, ça, je suis victime comme tous mes confrères aujourd'hui, d'un jargon qui est entré dans les mœurs grâce, entre guillemets, ou à cause de mes prédécesseurs. Je ne leur jette pas la pierre, parce qu'à l'époque, ces questions-là ne se posaient pas, donc j'aurais fait sans doute comme eux. Mais on a laissé entrer dans le jargon une expression qui ne correspond pas du tout à la réalité. Quand vous verrez les frais notaires que vous avez à verser pour acheter un bien immobilier, vous allez trouver ça extrêmement cher, et à juste titre. Ça peut représenter 5, 6, 7% du prix de vente. Bon, je vais prendre un exemple, un appartement à 500 000 €, 7% du prix de vente, vous voyez ce que ça peut représenter, c'est une somme très importante. Ces frais de notaire en réalité ne sont pas des frais de notaire. Voilà. Donc les notaires gagnent bien leur vie, c'est pas du tout le sujet, mais en réalité dans les frais qu'ils vous appellent, il y a 90% de taxes. Donc je crois qu'on n'est pas la seule profession à connaître ce système-là. Je crois que dans les pompes à essence, c'est à peu près le même système. Enfin, il y a d'autres professions qui, dans la facture qu'ils vous délivrent, ne correspond pas à ce qu'ils encaissent eux en réalité, au final. Voilà. Les frais de notaire, c'est 90% de taxes et on appelle ça les frais de notaire. Donc aujourd'hui, en tout cas moi à titre personnel je le fais, quand je vois mes clients, je leur indique systématiquement à quoi correspondent ces frais de notaire. Dans le cadre de la loi Macron qui a réformé la profession, le thème de la Macron c'était
redonner du pouvoir d'achat en réformant les professions réglementées. Et l'année où la loi Macron est passée, à Paris, les frais, les droits d'enregistrement, donc qui est la taxe la plus importante dans une acquisition immobilière, ont augmenté de 0,6%, sachant que les honoraires d'un notaire, pour toute opération, c'est 0,8%. Donc quand vous avez deux notaires sur une opération, leurs honoraires sont de 0,8% du prix, qu'ils se partagent en deux. Donc le notaire va prendre 0,4% du prix à titre d'honoraire. Eh bien, l'année où la loi Macron est passée, les droits d'enregistrement à Paris ont monté de 0,6%. Donc c'est-à-dire quasiment les honoraires du notaire sur une opération. Et ça, ce sont des taxes. Donc vraiment, retenez bien que frais de notaire ne correspond pas absolument aux frais du notaire. Voilà, on récolte tout un tas de taxes qu'on reverse à l'administration fiscale. Donc aujourd'hui, il faudrait revoir cette expression pour que vous sachiez à quoi exactement correspondent les frais que vous versez. Voilà, puisque vous avez affaire à nous qui collectons des sommes, mais on n'en est pas les bénéficiaires, donc je trouve ça légitime que vous sachiez ce que vous payez et à qui ces sommes-là reviennent. Je referme la parenthèse, mais c'était pour vous éclairer sur ce sujet-là. Donc on a vu les conditions suspensives, on a vu ce que le notaire vérifie et pourquoi il le fait. Et enfin, vous avez l'étape ultime qui est la vente, donc l'acte définitif. Donc, en général, 2 à 3 mois après la signature de la promesse de vente. Qu'est-ce qui se passe pendant ce délai de 2 à 3 mois? Pour l'acheteur, c'est généralement son dossier de prêt. Donc il va aller voir la banque ou les banques après avoir signé la promesse de vente pour déposer ses demandes de prêt. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir soit un courtier en prêt qui va vous proposer la meilleure offre, soit des acheteurs qui déposent 2 ou 3 demandes de prêt auprès de différentes banques pour obtenir les meilleures conditions possibles. Le temps que le délai d'instruction du dossier soit passé, que les instances de la banque donnent leur accord, que éventuellement les contrôles médicaux soient faits, parce que parfois vous avez des demandes par les assurances de faire de prise de sang, des électrocardiogrammes, etc. Et en fonction du résultat des analyses, vous pouvez avoir un accord de prêt, mais je l'ai vu aussi, un refus de prêt. Donc le temps que toutes ces démarches soient faites, je vous rassure, en pratique ça se passe très bien, mais il arrive parfois que le dossier soit refusé pour des conditions de santé de l'emprunteur potentiel. Le temps que toutes ces démarches soient faites, pour obtenir une offre de prêt de la part de la banque, ça prend aujourd'hui 1 mois et demi à 2 mois minimum. Voilà, je vois très peu de dossiers en ce moment, depuis plusieurs mois, qui sont traités à compter du moment où vous avez déposé votre demande de prêt, en moins de 2 mois. Pendant ce délai de promesse de vente de 2 à 3 mois, donc il y a le dossier de prêt de l'acheteur, on va purger le droit de préemption de la ville, on va purger les autres conditions suspensives qu'on a vues en demandant état hypothécaire, etc. Donc on va finaliser la constitution du dossier pour se revoir 2 à 3 mois après, lorsque tout le monde est prêt. C'est-à-dire l'acheteur, lorsqu'il est pré-signé parce qu'il a son financement, le vendeur lorsqu'il a fait son déménagement, et le notaire lorsqu'il a toutes les pièces. Évidemment, tout ça se fait en concertation. Ce n'est pas les uns les autres qui décident quand est-ce qu'on signe. On a dans la promesse une date limite, qui est une date limite, c'est-à-dire ce n'est pas la date du rendez-vous de vente, c'est une date à l'issue de laquelle les choses tournent différemment si on n'a pas signé. Et on arrête le rendez-vous de vente quelques semaines avant cette date limite, lorsqu'on y voit clair sur tous ces points-là. Comme je vous l'indiquais, il faut absolument que l'acheteur revisite les biens, y compris la cave, pour vérifier qu'il n'y a pas des cartons qui ont été entreposés entre-temps, qu'il n'y a pas un dégât des eaux, qu'il n'y a pas des portes ou des fenêtres qui ont été enlevées. Voilà, j'ai déjà vu. Donc on revisite toujours les biens pour s'assurer que tout est OK, que c'est bien ce que vous avez visité dans le même état au moment de la promesse de vente. Une fois que tout ça est fait, que le dossier est complet, que l'acheteur a son prêt, que vous avez revisité, donc que tous les sujets sont réglés, on signe un acte notarié de vente, qui est l'acte définitif. Cet acte-là, c'est ce qu'on appelle une minute. La minute, elle reste chez le notaire définitivement. C'est-à-dire que l'acheteur ne récupère pas cette minute, c'est le notaire qui la conserve. En fait, après, il y a un parcours administratif qui est très simple. Je vais expliquer parce que bien souvent, on a des questions des clients qui trouvent ça un petit peu obscur. L'acte de vente, il va être publié au fichier immobilier. Le fichier immobilier, c'est un système en France qui est hyper protecteur. Faut que vous sachiez que je crois que le taux de sinistre des achats immobiliers en France, c'est de l'ordre de moins d'1%. Mais je crois que c'est vraiment beaucoup moins que ça. En tout cas, ça dépasse pas 1%, c'est sûr. Aux États-Unis, on est plutôt sur des chiffres de 5 à 10% de contentieux. Et le fichier immobilier est
un des éléments qui contribue à la sécurité juridique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être propriétaire en France d'un bien immobilier sans être fichier immobilier. Donc, lorsque vous avez signé votre acte d'achat, côté vendeur, le notaire a 1 mois pour déposer une copie de l'acte de vente au fichier immobilier. Et c'est ensuite le fichier immobilier qui va traiter cette vente pour inscrire le changement de nom du bien dans son fichier et acter le fait que le vendeur n'est plus propriétaire et que l'acheteur est donc devenu propriétaire. Nous, en tant que notaire, on a 1 mois pour déposer la copie de cet acte de vente au fichier immobilier, accompagné de toutes les taxes qu'on collecte avec ces fameux frais de notaire. C'est-à-dire que si on ne verse pas ces taxes-là, on aura un rejet de publication. En revanche, aujourd'hui, l'administration n'a aucun délai pour réaliser cette publication. Donc nous, on a 1 mois pour déposer, mais par exemple, dans les DOM-TOM, s'il y a un dossier l'année dernière, ils ont 1 an et demi de retard. À Paris, on est sur plusieurs mois de retard. Donc le notaire va faire son job et déposer dans le délai d'1 mois, mais plusieurs mois après, vous n'aurez parfois aucune nouvelle parce qu'on appelle le retour du fichier immobilier. Le notaire ne peut pas déposer après 1 mois. Ce n'est pas un délai de convenance. S'il ne le fait pas, il y a des taxes et donc les notaires déposent systématiquement dans les délais d'1 mois. Une fois que l'acte est publié au fichier immobilier, le fichier immobilier retourne cette copie au notaire avec les mentions de publication au fichier immobilier. Donc quand le notaire récupère cette copie avec les mentions de publication au fichier immobilier, il va à ce moment-là adresser à l'acheteur son titre de propriété. Son titre de propriété, c'est en fait cette copie. Ça n'est pas l'original, la minute qui est concernée par le notaire, c'est cette copie qu'on appelle une copie authentique. C'est-à-dire c'est une copie qui a le sceau du notaire et qui fait foi comme copie exacte de l'original avec les mentions de publication. Et à ce moment-là, le notaire va pouvoir solder votre compte. C'est-à-dire que vous savez que les frais de notaire, c'est une provision que vous versez au moment de la vente, enfin avant la vente. Le notaire va payer toutes les taxes, va prélever ses émoluments, mais ça n'est qu'au retour du fichier immobilier qu'il saura exactement au centime d'euro près quelles ont été les taxes collectées et donc le montant de la facture finale de l'acheteur. Et s'il reste un petit peu d'argent, ce qui est souvent le cas, on parle de quelques centaines d'euros maximum, eh bien il va vous les restituer en vous envoyant une copie de votre relevé de compte chez le notaire avec votre titre de propriété. Ça se fait en général dans un délai de 2 à 3 mois, sachant qu'à Paris et dans beaucoup d'autres villes aujourd'hui, c'est plus long. On est plutôt sur 5 à 6 mois à cause du retard du fichier immobilier. Dernière chose importante que je voulais vous indiquer, c'est que je vous conseille de prendre toujours votre notaire. C'est-à-dire que la loi n'impose pas d'avoir côté vendeur, côté acheteur, un notaire différent. Donc vous pouvez très bien avoir le même notaire. C'est pas très grave si vous avez le même notaire, mais il vaut mieux avoir chacun son notaire pour des raisons diverses. La première, c'est que, évidemment, le notaire, quelles que soient ses relations avec l'acheteur ou le vendeur, doit avoir la même attitude avec l'autre partie si il représente également l'autre partie. Mais il est évident que si vous tombez sur un vendeur qui est un client habituel du notaire, voire un ami, le notaire va faire son travail. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut vous méfier des notaires, je crois que ce n'est pas du tout mon discours à la Chambre, mais vous ne serez pas sur un total pied d'égalité, y compris psychologiquement. Donc c'est pour ça que je préfère toujours que chaque partie ait son notaire. Ça permet d'éviter le mélange des genres. Voilà, on est des êtres humains, donc on est comme les autres, on a nos failles, donc on va faire parfaitement notre travail, quelles que soient nos relations avec les parties. Mais si vous voulez être sur un strict pied d'égalité, il vaut mieux avoir son notaire. Ça vous permet aussi d'avoir quelqu'un qui connaît votre passé et qui va vous suivre. Donc si vous êtes marié et que vous avez fait un contrat de mariage, il va le connaître, il va connaître votre environnement. Et donc le fait d'avoir son notaire, quand ça se passe bien, le fait de le garder, permet d'avoir une certaine relation. On ne va pas forcément très souvent chez son notaire, on y va peut-être 2 ou 3 fois dans sa vie. Mais même si vous n'avez que 2 ou 3 fois dans votre vie, vous avez un dossier qui est ouvert chez votre notaire et l'environnement est mieux maîtrisé. Et enfin, ça permet que vous ayez un conseil qui vous défend exclusivement et donc qu'il puisse échanger avec l'autre notaire sur des points, vous aider dans la négociation et avoir un regard sont les mêmes, qu'il y ait un seul, 2, 3, 4, 5 notaires dans l'opération. L'addition n'est pas multipliée et les honoraires ou les émoluments ne sont pas modifiés.
En réalité, les émoluments de notaire, ils sont fixés par une réglementation qui est dans le code de commerce. Et si vous avez plusieurs notaires, les émoluments sont les mêmes, ils sont divisés. Voilà. Donc si le notaire est tout seul, tous les émoluments seront lui. S'ils sont deux, ils vont être divisés par moitié, ou 60-40 selon les régions dans lesquelles les notaires concernés sont. Donc ça ne vous coûtera jamais plus cher si vous prenez votre propre notaire et que du coup il y aura deux notaires dans l'opération. Donc vous savez que c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire en France. Donc évidemment, parfois certains acheteurs ne veulent pas prendre un notaire de peur que ça augmente leur facture. Pas du tout. Voilà, écoutez, j'espère que je ne suis pas allé trop vite, que j'étais suffisamment clair.